Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et aujourd'hui, je ne suis pas seule car je suis accompagnée de Vanille. Je vais te laisser te présenter et présenter par la même occasion cet épisode. Je m'appelle Vanille et j'ai un podcast qui s'appelle C'est Creepy, qui parle d'affaires criminelles, de mystères et d'affaires paranormales. Et je me concentre sur les affaires les plus creepy du monde. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour combiner tout ça et combiner C'est Creepy et combiner Nicéphore et parler de la photographie judiciaire et criminelle. Et criminalistique et criminologie, bref, je sais plus ce que c'est le terme exact. Mais voilà. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Lors de la première moitié du 19e siècle, les villes européennes et nord-américaines sont fortement impactées par la révolution industrielle. Les grandes métropoles comme Paris, Londres ou New York connaissent une transformation urbaine sans précédent. L'essor des classes ouvrières et le surpeuplement des quartiers plongent les populations les plus pauvres dans une misère sociale sans précédent. Une situation extrême qui exacerbe les tensions sociales. Contrairement aux petites villes rurales où l'identité de chacun et chacune est connue de tous, ces grandes zones urbaines instaurent l'anonymat et par conséquent de nouvelles formes de criminalité. Pour les plus banales, le vol à tir ou pickpocket, le cambriolage, l'escroquerie et la fraude. Mais émergent aussi des gangs urbains qui donnent naissance aux crimes organisés tels que le trafic d'opium. Les autorités doivent également faire face à l'émergement de mouvements politiques radicaux qui échafaudent des attentats, assassinats politiques et sabotages. Et enfin, de grands criminels se font connaître pour des meurtres sensationnels ainsi que des crimes en série. Vanille, Oui. tu m'as demandé aujourd'hui de te présenter ce qu'est la photographie criminalistique ou judiciaire. Ouais. Et du coup, on va se mettre dans un mood assez flippant. Bouh. En vrai, non, désolée, tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu du tout. Mais c'est pas grave. Écoute, je t'aurai plus tard, c'est pas grave. N'hésite pas. Ça va, est-ce que t'as bien compris l'intro d'ailleurs ? Ah oui, j'ai bien compris l'intro. J'ai trop hâte parce que le sujet m'intéresse. Mais j'ai jamais fait de recherche là-dessus. Quand tu m'as dit que tu allais parler de ça dans un de tes épisodes, je t'ai dit « I want to be here ». Et on est là aujourd'hui. J'ai trop hâte d'entendre l'histoire des photographies criminelles ou judiciaires. Mais je pense que ça te serait utile parce que dans beaucoup de tes épisodes où tu traites justement du 19e siècle, t'as toujours la question de « oui, mais du coup, ils ont touché à la scène de crime, enlevé des preuves, comment est-ce qu'on peut retrouver quelqu'un qui récidive, etc. » Et du coup, aujourd'hui, je vais te parler que de ça. Trop bien. Je pense que tu vas aimer, mais on va parler des techniques qui sont utilisées, mais aussi de toutes les dérives qui en ont découlé. Trop bien. J'ai trop hâte. C'est parti. La photographie, elle existe depuis 1838-1839, à la période où elle est commercialisée. Ok. Et donc là, on est en 1850, ça fait un peu plus de 10 ans que la photographie, elle est commercialisée. Et pendant ce laps de temps, eh bien, la photographie, elle n'a pas encore été utilisée dans le milieu criminel. Et donc là, on se plonge dans Londres des années 1850. Confrontés à cette montée en puissance d'une délinquance dans le Londres des années 1850, les autorités vont réaliser très rapidement leurs limites en termes d'outils d'investigation.
Et il est quasi impossible d'identifier un criminel par manque de preuves. D'ailleurs, Londres est particulièrement marquée par une pauvreté vraiment extrême et la stigmatisation des plus démunis et le manque de protection sociale les poussent très souvent à l'illégalité. C'est alors là que la Metropolitan Police de Londres, Waouh. qui cherche alors des méthodes modernes pour lutter contre la criminalité, commence à utiliser la photographie dès les années 1850. Leur concept, c'est de réaliser les portraits des détenus, juste après leur arrestation, pour les sortir de l'anonymat et éviter les récidives. Et bien que ces images aient un réel potentiel pour effectuer un suivi plutôt sérieux des plus dangereux criminels, parce qu'on parle quand même de tueurs en série, elles ne sont pas systématiquement intégrées aux enquêtes policières. Ok. C'est-à-dire qu'on utilise un peu la photographie au feeling. On se dit « Ah, cette fois-ci, c'est utilisé. Oh, cette fois-ci, on va pas l'utiliser, on a un peu flemme. » Ok, mais du coup, ils n'ont pas tous investi, les bureaux de police, là, non, comment on dit ça, les commissariats, etc., ils n'ont pas tous investi dans un appareil photo, quoi. C'est vraiment Non. ceux qui en ont, des fois ils l'utilisent pas. La Voilà. police de Londres, eux, ils se sont dit « Ça peut être sympa. » Un jour, il y en a un, il est arrivé, il a dit « Hey, regardez les amis, j'ai acheté un appareil photo pour la police. » Ils se sont dit « Vas-y, on va utiliser. » Et donc, ils vont les utiliser alors pour les portraits de détenus et de temps à autre des scènes de crime. Mais ça va être un peu au feeling, sans compter aussi que tout le monde ne sait pas utiliser la photographie à cette époque. Ouais, encore moins les flics. Donc peut-être aussi, il y a cette limite aussi technique. Pardon. T'as dit quoi, excuse-moi ? Non, rien. Ah oui, et il y a aussi une autre chose qui va beaucoup être, qui va être un véritable blocage dans les années 50. T'es encore dans ta blague, je te vois en train de sourire. Alors... On va y arriver. Non, mais t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. C'est bon, voilà. On est calmé. Ok. Et donc, en plus, justement, des difficultés qui vont être techniques, dans les années 1850, on est encore, des fois, sur la prise de vue sur des plaques de verre, de cuivre. Donc, on est sur des maxi-formats de photos. Et ça va vraiment bloquer la notion d'archivage. On va vraiment se dire, mais en fait, on manque d'espace. Et comment est-ce qu'on peut archiver ces photos ? C'est bien beau de les faire. Oui. Mais si on les fait, il faut quand même les garder. Et on n'a pas d'espace pour les archiver. C'est beaucoup trop conséquent. Et encore ajouter à ça, les temps de pause sont extrêmement longs. La photographie, elle manque de détails. Et ils ont déjà cette notion qu'une photographie doit faire office de preuve. Mais qu'est-ce que tu fais d'une photographie qui est floue en tant que preuve ? Et c'est déjà enfui, le mec, quoi. Exactement, c'est ça. Au moins, on sait dans quelle direction il est parti. Donc Ouais. voilà, on n'a pas la qualité nécessaire, on n'a pas l'espace nécessaire pour l'archivage. C'est pour ça que à cette période-là, la photographie, elle se prête pas encore parfaitement aux enquêtes policières. Malgré que la photographie criminalistique, elle peine à se développer dans les années 50, elle va influencer considérablement le public dans sa manière de voir le crime. Parce que oui, on va pas se gêner à envoyer des photographies à la presse pour pouvoir les mettre dans les journaux. Après, ils diffusaient aussi les dessins, non ? Genre les avis de recherche, genre Wanted et tout. Oui, Donc, c'est pas une nouveauté, mais là, c'est plus précis, ouais. exactement. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont commencer à diffuser des photographies, par exemple, de scènes de crime. Ces photographies-là, elles vont surtout permettre au public de changer sa notion de crime. Donc le crime, justement, de on connaît tout le monde à droite et à gauche. Ok, donc là, c'est un inconnu qui a fait ce crime-là. Et ce crime sort de l'imaginaire collectif. Ouais. Je crois que c'était le petit journal illustré Oui. qui faisait que des trucs de crime où il y avait des illustrations et des dessins parce que les gens savaient pas lire et ils vendaient ça, ça marchait bien parce que les gens pouvaient voir visuellement l'affaire, la scène de crime, le meurtre, le suspect, etc. Donc j'imagine que quand c'est sorti en photo, ça a dû faire un tabac aussi. Ou choquer, je sais pas. À Mais voir j'ai comment trouvé ils l'ont ça un reçu, truc mais, comme ça. C'était hier quand je suis allée à Emmaüs, trouver un livre sur le journal des assassins, Ouais. qui est un journal parisien. J'ai l'impression que c'est fin 19e et c'est un journal qui ne traite que d'affaires criminelles. Trop bien. Et donc en tout cas, les crimes, on en parle beaucoup dans les rues, on en parle beaucoup dans la ville. Et donc on a besoin d'assouvir la curiosité de la population. Et elles ont besoin aussi de déconstruire l'imaginaire du criminel. Et cet imaginaire, c'est le criminel type qui rôde comme une ombre dans la rue malfamée de la ville. Et c'est vraiment de se dire, il y a cette notion-là, mais il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres criminels et on a besoin de se créer un imaginaire plus diversifié aussi du criminel.
Et pendant ce temps-là, quelque chose d'autre est en train de se développer à Paris. Alors ça prend plus de temps. Ça se développe surtout dans les années 80, donc 1880. Et ça se déroule à la préfecture de police de Paris avec un criminologue français qui s'appelle Alphonse Bertillon. Ah, Tu connais ? bah ouais, je crois que c'est le gars dont on avait parlé la dernière fois, vite fait, je crois. Et l'épisode, ce sera que de lui. Ok, On va parler que d'Alphonse Bertillon. super. Bonsoir Alphonse. Donc Alphonse Bertillon, il est criminologue français. Il travaille à la préfecture de police et son rôle, c'est de perfectionner des informations nécessaires à l'identification des criminels. Ouais. À l'heure actuelle, le système d'identification est quasi au point mort. On n'a jamais réussi à retrouver un récidiviste et assurer que c'était vraiment lui. Donc lui, il va commencer à réfléchir là-dessus. Et c'est en y réfléchissant qu'en 1883, il soumet une toute première méthode intitulée le portrait parlé. Est-ce que tu connais ou pas du tout le portrait parlé ? Non, je connais pas. Mais après, de nom, je me dis que ça doit être... Ils doivent se répéter dans leur tête ce que leur collègue leur a répété, en parler. Genre, alors il faisait 1m80, il était brun, et voilà, je sais pas, peut-être que c'est ça. Non, mais dans l'idée, t'es pas très loin. Ok, bon. En fait, Alphonse Bertillon, il va se baser sur une croyance que chaque individu possède des caractéristiques physiques uniques. Et que chaque caractéristique physique unique, elle est mesurable. Donc ça veut dire que moi, il le dit, j'ai des oreilles qui sont uniques et donc on peut les mesurer. Et rien que par la mesure, on pourra m'identifier parmi 1000 personnes. Ok, mais en prenant toutes les mesures de tous les traits de la tête, alors pas juste les oreilles, parce que je suis sûre qu'on peut trouver quelqu'un qui a la même taille d'oreille que toi. T'as tout compris. En fait, il va proposer de réaliser 11 mesures anthropométriques du corps humain Ok. pour permettre justement une facilité d'identification de n'importe quel individu. Ok, mais alors là, ça veut dire qu'il faut équiper la police de règles MAPED. C'est un budget. En fait, c'est pour ça, et ça tu le vois venir et tu vas être super contente. Mais on va parler de la chaise Électrique ? anthropométrique. C'est pas pareil. Chaise électrique. Non, on va pas parler de chaise électrique aujourd'hui. Alors, je t'envoie juste plein de photos. Ah, des photos, oui. Oh, waouh. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ok. Alors, Monsieur Bertillon, Alphonse, je l'ai devant moi. Waouh. Ouais. Quel homme. Impressionnant, hein. Waouh. Tu vas voir justement, donc il y a 11 mesures qui vont être prises. Et c'est Alphonse Bertillon donc, qui va utiliser cette feuille. Et cette feuille, ça s'appelle le portrait parlé. Ok, mais pourquoi parler ? La dernière fois, tu m'as dit, c'est des gens qui parlent entre eux et qui disent, le gars mesurait 1m83. Justement, l'idée, c'est de pouvoir parler à tout le monde autour de soi Ok. avec les mêmes codes qui vont être retranscrits. Les mêmes caractéristiques, les mêmes mesures anthropométriques. Ok. Et le but, c'est de pouvoir, non pas faire du bouche à oreille, etc., mais d'avoir vraiment quelque chose qui va servir dans les archives et te dire, OK, dans 10 ans, la personne, on pourra toujours la retrouver parce qu'on a toujours ces données-là qui sont présentes. Ok, mais ouais. Bah non, mais je me dis, mais en fait, ils ont la photo. Pourquoi ils ont besoin de faire leur délire de mesure ? La photo, ça y est. Enfin, je comprends pas. La photographie, avant, elle ne faisait pas partie de la procédure. C'est-à-dire que juste avec le texte, juste avec les mesures, on puisse retrouver quelqu'un. Ok. Je te propose de prendre comme exemple l'homme de Vitruve. Ok. Tout d'abord, tu as la mesure de la taille. Donc on prend la mesure de la hauteur de la tête à la plante des pieds. Ça, c'est la première mesure. Comme quand tu vas chez le médecin, on prend ta mesure de taille. Ok. Ensuite, tu vas avoir l'envergure. Quand la personne est positionnée en croix, on prend les distances entre les bouts des doigts de la main gauche avec le bout des doigts de la main droite. Et là, ça te prend l'envergure. Qu'est-ce que ça donne quand tu es tendu horizontalement ? Yeah. On va avoir ensuite la longueur du buste. On prend la distance mesurée depuis justement l'assise, là où tu es assis, avec le sommet de ton crâne. Ok. On va voir la longueur de la tête, donc la distance de la racine des cheveux au bas de l'os occipital. De ce que j'ai compris en tout cas, parce que j'ai pas fait études de médecine, mais c'est l'os qui est à peu près au niveau de ton creux dans la nuque. Tu sens ? Ok, ouais, je le sens. On est en train de faire des tests d'ostéopathie. On aurait été dans la même pièce, je t'aurais fait tes mesures, mais bon. Mais écoute, un jour quand on se verra, on prendra nos mesures anthropométriques. Ensuite, en 5e point, donc t'as la largeur de la tête. Alors là, c'est la distance qui sont entre tes deux tempes. Tu vas avoir c'est précis, la longueur de l'oreille droite. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on dit droite ? Pourquoi est-ce qu'on dit pied gauche, main gauche, etc. C'est qu'on puisse avoir toujours un même comparatif. Si par exemple tout se passe au niveau de l'oreille, on dit la personne elle avait les oreilles qui sont décollées,
Quelqu'un qui a les oreilles hyper collées, on sait que celle-ci, on peut l'innocenter. Ok. Donc on va prendre la mesure de la longueur de l'oreille droite, donc de haut en bas. On va prendre la longueur du pied gauche, donc du talon jusqu'au bout des orteils. La longueur du majeur gauche. Du trait jusqu'à l'ongle. On est en train... Est-ce que tu veux qu'on sorte une règle et on se mesure? Ouais. Pourquoi pas? Non, mais je le ferai plus tard. On s'enverra nos mesures. Ok. Ensuite, on a la longueur de la coudée gauche. Donc là, on est de l'épaule jusqu'au coude. La largeur des joues. Ouais. Donc là, tu es sur les questions des pommettes. Et tu vas avoir la longueur de l'avant-bras gauche. Donc là, on est du coude jusqu'au poignet. Ok. Et c'est vraiment dans cet ordre, en tout cas, qu'on va prendre les mesures et qu'on va les afficher les unes à côté des autres. L'idée de Bertillon, c'est d'offrir une formalisation d'identification. On va formaliser. C'est pas que ça n'existait pas avant, ça existait, mais c'était pas formalisé. On n'avait pas une liste, on n'avait pas des critères à respecter. La formalisation de l'identification criminelle, c'est du bertillonnage. Ok. Et donc, pour que toutes les mesures soient basées sur des critères véritablement universels, Alphonse Bertillon conçoit ce qu'on appelle la chaise anthropométrique ou la chaise de Bertillon, pour le côté un peu plus vulgarisé, qui doit faciliter la prise des mesures corporelles tout en garantissant leur précision. Et donc, cette chaise, La fameuse chaise. elle n'est pas faite pour être confortable, Ah non. très 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 rigide, et elle se compose de 5 parties qui sont extrêmement importantes. Donc on va avoir, de manière la plus simple, le dossier vertical. Alors, pas sur toutes les chaises, ça va venir un peu plus tard, mais on va rendre le dossier vertical ajustable. C'est qu'en fait, on va y ajouter sur les côtés des repères gradués, pour pouvoir, d'office, quand la personne s'assoit, avoir sa taille de buste. Ok. C'est d'avoir justement ce dossier très très rigide et très droit, parce que plus la personne va être assise droite, plus sa colonne vertébrale va s'étirer et plus on aura une mesure authentique de son buste. Ok. Ensuite, l'appui-tête, et qui peut être ajusté en hauteur pour que l'appui-tête puisse arriver au sommet de la tête. Ok. Pareil, sur les premières chaises, ça arrive pas, mais donc sur les suivantes, on va y intégrer une règle, et donc on puisse avoir toujours les mêmes mesures par rapport aux mêmes outils. Tu vas avoir des supports latéraux, qui vont être ajustables et qui ont pour but de maintenir la tête en position, là aussi, la plus stable possible, pour prendre les mesures du crâne, des oreilles et la largeur de la tête. Et enfin, on va avoir le siège, c'est le plus fixe possible, avec une petite raie, Une petite raie au milieu. pour être sûr que tu sois bien centré pour l'arrêt des fesses, et qu'on soit sûr que quand tu te lèves et quand tu te rassois, tu sois véritablement bien centré sur la chaise. C'est pour empêcher la personne de bouger durant la prise de mesure, Ok. et donc c'est assurer la plus grande précision au niveau des résultats. Waouh. Tu es contente que j'ai parlé de cette chaise? Oui. Tu as mentionné la raie aussi. Elle fait flipper la chaise quand même. Hein. Moi j'ai cru que c'était une chaise électrique au début tellement elle est très... Enfin je sais pas, elle fait flipper. Et d'ailleurs, je mettrai aussi dans l'épisode différentes images où on voit l'utilisation de la chaise. T'as des dérivés de la chaise où on a des mesures un peu comme chez le médecin, où on a un mètre qui descend au niveau de la tête et qu'on peut justement rendre amovible. Et on va avoir aussi des outils de mesure pour mesurer la tête, pour mesurer les oreilles, etc. Et en fait, c'est vraiment des outils que tu peux voir chez le médecin aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Sur chaque fiche anthropométrique des détenus, Alphonse Bertillon, il va mettre un encart où on peut notifier aussi de toutes les spécificités physiques qui peuvent être remarquables à l'œil nu sur le détenu. C'est précis. Donc on peut mettre des taches de naissance, on peut mettre des maladies qui peuvent être visibles directement sur le détenu, et on peut aussi notifier s'il y a des tatouages. Et c'est toujours dans un outil de comparaison si besoin. Et en plus de ça, ça va arriver vraiment petit à petit. Alphonse Bertillon va proposer aussi d'y incorporer les empreintes digitales, puisqu'on voit aussi qu'il y a un côté de singularité de l'empreinte digitale, et vient à la fin le portrait photographique. C'est à la toute fin, on va penser y mettre le portrait photographique. En fait, Alphonse Bertillon, il va strictement rien inventer dans les faits. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer de ce qui est déjà préexistant dans la police londonienne, puisque dans la police londonienne, on a déjà commencé à prendre des portraits de détenus. Mais comme je te dis, il va commencer à les standardiser pour qu'ils puissent devenir un vrai outil d'identification criminelle. Et toujours, encore une fois, c'est pour une question de comparaison. Est-ce que tu es déjà allé sur Instagram, Facebook, peu importe où, c'est beaucoup sur Facebook d'ailleurs où il y a ça, des personnes qui font des avant-après perte de poids, prise de poids. Ah yes. Oui. Puis on sait jamais si c'est la personne après. Et en fait, tu mets en comparaison les deux photos, soit elles sont pas cadrées pareil, soit la lumière n'est pas la même. Tu peux pas prouver véritablement quelque chose si tu changes une donnée. Il y a des lumières qui amincissent, il y a des lumières qui grossissent. Il y a des lumières, tu auras l'impression d'avoir un visage super rond. Il y a des lumières où tu auras l'impression d'avoir un visage super creusé. Si tu regardes par exemple une publicité d'avant-après
où les lumières ne sont pas les mêmes, où les cadrages ne sont pas les mêmes, moi je te dirais où est la preuve. Donc Alphonse Bertillon, dès le départ, il sait que si on a envie à l'avenir de faire un véritable comparatif des criminels, il faut qu'on uniformise toutes les photographies. Et ce qui est hyper intéressant avec Alphonse Bertillon, c'est que lui, il ne va pas s'arrêter uniquement à Paris. Le bertillonnage, il va réussir à l'exporter à l'international. Et pour l'exporter à l'international, il va donner un nom international à la photographie d'identité judiciaire qu'il va appeler, et on l'utilise encore aujourd'hui, des mugshots. Ah, je suis déçue. Je pensais qu'il allait l'appeler genre bertillonnage. Bertillonnage. Non. Moi, ce que je t'invite, je t'en ai pas exporté, c'est d'aller sur Wikipédia regarder les mugshots de célébrités, parce qu'il y en a plein sur Wikipédia. J'adore. Let's go. Mugshot. Oula. Ah oui, ok. J'étais sur la page anglaise. Et donc là, tu descends juste un peu, t'as une galerie de célèbres photographies d'identité judiciaire. Alors, ouais, que des gagnants. Ouais, t'as Lindsay Lohan qui est en mode... Je me demande s'il leur demande de sourire ou pas, ou... Ouais. Enfin, ceux qui sourient, genre Justin Bieber et tous, et Lil Pump, je me demande si... Alors là, c'est les grandes questions, parce qu'on va entrer justement dans la standardisation qui doit encore être effective aujourd'hui sur la photographie judiciaire. Si un jour ça t'arrive, par exemple, tu es impliqué dans une affaire judiciaire et on te fait un mugshot, et que t'es innocent, juste innocent. J'appelle mon avocate. Ouais. Faut se dire, en fait, le sourire, ça peut totalement t'incriminer parce que tu déformes totalement tes traits de visage. Bah, faut recommencer. C'est à eux de me donner les instructions. C'est eux les photographes. Exactement. Bah voilà. Alors déjà, la première chose, le premier critère, c'est de faire une double prise de vue. Une photographie de face et une photographie de profil. La photographie de face, elle va te permettre de saisir les formes de visage, les proportions et la symétrie du visage, ou l'asymétrie. C'est vraiment la photographie d'identité pure. Quand on te croise, on sait en effet que c'est toi ou ce n'est pas toi par rapport justement à ces proportions-là. Et ensuite, tu as la photographie de profil, c'est pour constater la profondeur et l'inclinaison de la tête. Parce que tu as des personnes qui vont avoir une tête, on va dire, relativement droite. Tu as des personnes où l'inclinaison de la tête, elle est plus vers le bas, c'est-à-dire que vraiment le front est plus en avant que le menton, ou des fois c'est l'inverse. Ça permet aussi de voir la profondeur de visage. Est-ce que tu es plus creusé au niveau de la bouche ou plus creusé au niveau des yeux? Comme quand tu fais un Sims, t'es en train de faire un Sims et tout, sa tête elle va bien de face, puis après tu le tournes et il est tout plat, quoi. Ou l'inverse. Tu parles vraiment de mon amour des Sims et je suis d'accord, c'est ce qui me tue à chaque fois. Et t'es obligé de recommencer. Et pour le coup, je pense que c'est un très bon exercice pour savoir à quoi ressemble et quel est l'intérêt de la vue de face et de la vue de profil. Ouais. Ensuite, tu as la notion d'avoir un visage neutre sans expression pour ne pas déformer les traits de visage. Parce que c'est bien beau de vouloir sourire et être beau sur une photo, mais l'idée, c'est que si un jour tu es relâché dans la nature et qu'on doit t'arrêter, parce que tu as récidivé, on a besoin de voir en fait à quoi tu ressembles avec tes traits de visage naturels. En fait, ces photographies, elles font penser à la photographie d'identité parce qu'en fait, c'est ce qui a inspiré la photographie d'identité. On va créer la photographie d'identité pour sortir les personnes de l'anonymat. Ok. La troisième règle, c'est ne pas avoir d'accessoires. Éviter de masquer ou d'altérer les caractéristiques physiques. Ok, mais on peut aussi dire, ah bah c'est pas lui, il a pas de piercing. Si tu mets un écarteur, faut noter que déjà tu enlèves l'écarteur et tu vois sur la photo que tu avais des écarteurs, puisque tu as le trou de l'oreille. Oui, tu le notes. Et tu le notes. Tu dis, la personne, elle a des écarteurs. Ok. Mais si quelqu'un fait de la chirurgie esthétique, ça tombe à l'eau tout ça. Ouais, ça sert plus à rien. Et c'est ça les gros problèmes. Tu sais, moi je pense à... J'ai pas regardé ton live, il faut que j'aille le regarder, mais sur Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier, je pense à ça. C'est que s'il a refait de la chirurgie esthétique, c'est peut-être pour ça en fait qu'on le retrouve pas. Et tu peux même faire de la chirurgie au niveau de tes cordes vocales, etc. Donc, Ah ouais, carrément. Je savais pas. De toute façon, la voix, oui bon, j'avoue, la voix tu peux la reconnaître sur des enregistrements et tout, mais bon, c'est rare que les gens se fassent choper avec des enregistrements de toute manière. Non, et puis même, est-ce que tu reconnais ? Bah oui, est-ce que tu reconnais une voix Parce que même les voix off de gens, tu sais, dans les films, tu les reconnais quand tu regardes un film, mais quand tu croises la personne, généralement, tu reconnais pas. Ouais, t'inquiète pas, on va le retrouver. On le retrouvera un jour. J'espère bien. Alors après l'absence d'accessoires, il est nécessaire que tu aies les oreilles dégagées. Bah de ce que je vois sur les photos, il leur dégage pas les oreilles, hein. Non. Enfin, pour les femmes ou les mecs même qui ont les cheveux longs, Jim Morrison là en 1970, je vois pas, il a pas d'oreille. Alors ça c'est dans les critères qui doivent être respectés. Ok. En fait, je pense que nous, ce qu'il faut nous dire de notre point de vue, une photographie d'identité peut clairement vous sauver la mise si on vous confond avec quelqu'un qui est véritablement mauvais. Ah, c'est bon à savoir si jamais je fais un voyage dans le temps. Je vais leur dire non, alors excusez-moi, là j'enlève mes cheveux.
On voit pas mes oreilles. Je veux qu'on voit mes oreilles. Alors ensuite, vas-y, on continue, sinon on est parti jusqu'à 23h. Vas-y, je t'arrête. Le 5e point à respecter pour les portraits, c'est l'éclairage uniforme et direct. Et de faire en sorte que tes traits soient visibles de manière égale. L'idée, c'est vraiment que ce soit éclairé presque de partout pour que tu puisses te rendre compte de manière générale à quoi tu ressembles comparé à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors là, le critère que je vais dire, c'est celui qui est vraiment le plus optionnel. C'est d'éviter de mettre des éléments qui sont distrayants ou des objets visibles en arrière-plan qui puissent potentiellement déformer ton visage. On va pas mettre une tapisserie avec des fleurs derrière toi. Ah oui. C'est pas l'objectif. Ouais. Ça peut ne pas être respecté. Alors on peut te mettre devant un fond noir, un fond gris, un fond blanc. Ça, c'est bon. Mais tu vois aussi beaucoup dans la photographie judiciaire américaine des mesures derrière toi. Ouais. Pour savoir combien tu mesures. Si tu hésites entre 2 portraits, entre 2 personnes, s'il y en a une qui mesure 1m60 et qu'on cherche quelqu'un de 1m80, tu peux déjà en éliminer une. Mais si tu fais bien ton portrait parlé, t'en as pas besoin. Ouais, pas besoin. Puisque c'est noté. Après, ouais, ils ont fait un remix, quoi. Eux, ils l'écrivent pas, ils le mettent sur la photo, enfin bref. Ça donne juste l'information en plus. Donc c'est vraiment l'élément qui souvent est utilisé avec un peu plus de liberté, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, même à l'époque d'Alphonse Bertillon, on pouvait mettre des règles à côté de la tête de la personne pour avoir déjà la mesure de la tête, par exemple. Ok. Donc ça, c'était déjà utilisé à l'époque. Ensuite, tu vas avoir l'inclinaison de la tête. La personne a la tête la plus droite possible pour, là aussi, se rendre compte des proportions. Ok. Et enfin, le dernier point, la standardisation des proportions pour se rendre compte vraiment de la taille de la tête de la personne. Et généralement, les cadrages sont toujours au niveau des épaules pour bien se rendre compte d'un coup d'œil les différentes mesures. Je t'envoie des nouvelles photos ? Allez, c'est parti! Les photographies que je t'ai envoyées et qui seront dans l'article, ce sont des tableaux synoptiques. Ça aussi, c'est un outil qui a été créé par Alphonse Bertillon, à peu près dans la même période des portraits parlés, ça allait de pair. Et en fait, il s'agit d'une méthode de classification visuelle des criminels sous forme de grille. Donc c'était des affiches qui sont utilisées par les enquêteurs comme référencement visuel, qui permettait en fait de comparer efficacement plusieurs criminels aux caractéristiques physiques qui étaient similaires. Ok. Et donc chaque tableau synoptique est composé de critères anthropométriques et le tout est regroupé dans les catégories qui sont la taille, la longueur du bras, la largeur de la tête, la forme du nez et les proportions du visage. Et les photographies, je vois que tu souris et que tu es en train de réfléchir à un truc. Mais non, c'est juste, ça me tue de rire parce qu'en fait, là, le document, il est en mode. Il y a vraiment 70 milliards de photos là qui sont prises de tous les détails et tout. Mais il y a un détail quand même, qui n'est pas un détail d'ailleurs. Il y a que des mecs. Genre, il n'y a pas du tout de traits féminins. J'en ai trouvé il y a une semaine, je sais pas où j'ai enregistré cette photo, mais j'avais un tableau synoptique de femmes. Ok, non mais au cas où, hein, parce qu'il y a moyen... J'avais un tableau synoptique de femmes. Si je te le retrouve, je l'envoie, je le mets dans l'article, je l'envoie à tout le monde. Ok. Et c'était un petit tableau synoptique. Il y avait des femmes et qui en plus étaient en comparaison avec des hommes. Ok. Donc c'était fait quand même. Non, parce que je me suis dit, vu que, tu sais, même aujourd'hui, il y a des études qui ont toujours pas été faites sur les femmes, etc. Je me suis dit peut-être que à l'époque, ils ont même pas fait le tableau pour les femmes. Et puis de toute manière, ils se sont dit que si jamais c'était un meurtre ou quoi, un truc super grave, de toute manière, ça pouvait pas être elle parce que bon, on n'a pas pu le faire, quoi. Alors la majorité, en effet, c'est des hommes. Sur tout ce que tu trouves, majoritairement, il y a des hommes. Il y a quelques femmes qui apparaissent, en particulier dans les tableaux synoptiques, il y en a quelques-uns de ce que j'ai trouvé. Et Alphonse Bertillon, il a essayé de faire des tests avec des enfants. Mais alors, les enfants de tous âges, hein. Donc t'as des ados, t'as des enfants de 10 ans et t'as des bébés de 2 ans. Ok. Il y avait déjà une réflexion d'appliquer la photographie judiciaire de manière identitaire à tous. Comment est-ce qu'on peut standardiser ça aussi pour des enfants en bas âge ? Ok, parce que je me disais, il n'y a pas trop de bébés criminels en général, mais... Non, il n'y a pas trop de bébés criminels, mais il y a une réflexion aussi de standardiser, que ça puisse être appliqué à tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, que tout le monde puisse être photographié avec ces codes-là. D'ailleurs, ce que j'avais vu, c'est que la majorité des femmes qui étaient photographiées, c'est parce qu'on les suspectait d'être atteintes Oh. Ah non, ne dis pas le... d'hystérie. J'allais dire, ne dis pas le mot qui commence par H. J'ai trop entendu cette semaine. Elle a dit le mot, putain. Je l'ai dit. Je vais le biper. Non, je rigole. Bon, quoi qu'il en soit, on revient au tableau synoptique. Ça marche. On est dans les années 80-90 du 19e siècle. Le tableau synoptique, c'est une véritable évolution dans l'identification judiciaire parce que ça devient l'un des exemples précoces de la classification qu'on dit systématique. À chaque enquête, on va photographier les suspects. À chaque enquête, on va photographier les détenus. À chaque enquête, on va utiliser les mêmes codes.
Et donc, Alphonse Bertillon, il va souligner justement cette standardisation et la visualisation des enquêtes criminelles. Par les portraits parlés, il va créer une manière extrêmement efficace de pouvoir visualiser une enquête. C'est un gain de temps qui est monumental et qui révolutionne vraiment les enquêtes policières de l'époque. Mais c'est stylé, les tableaux, j'aime bien. Est-ce que ça te dit qu'on parle des scènes de crime ? J'adore. Ça me fait toujours quelque chose de voir des trucs jaunis. Ouais, mais alors celle que je t'enverrai plus tard, tu vas voir, c'est... Waouh. Elle est folle, elle est folle. Waouh. Ouais. Alors attends, parce que c'est assez impressionnant. Je vois de loin, mais moi j'aime bien regarder les trucs. Pendant ce temps-là, je t'explique. En fait, en plus du portrait parlé et des tableaux synoptiques, Alphonse Bertillon, il introduit la photographie de scène de crime standardisée. La photographie de scène de crime, elle existait déjà à Londres, on l'utilisait déjà dans certains lieux de police, mais par contre, on n'avait pas de code qui était déjà instauré, comme avec le portrait parlé, comme avec les tableaux synoptiques. Ok. Il y avait beaucoup de sujets à interprétation, parce qu'il y avait beaucoup d'interventions de la police sur les photographies. Et parce qu'un cadrage pouvait aussi influencer la direction de la recherche. Bah, sans blague. Et donc là encore, la standardisation, elle va apporter une rigueur scientifique. C'est vrai. C'est qu'enfin, on puisse avoir des prises de vue objectives qui puissent s'utiliser comme preuve dans une enquête. La première règle à respecter: aucune manipulation avant la prise de vue, afin de garantir une représentation de l'état réel de la scène au moment où elle est découverte. Bah, ils sont cons. Enfin, ils sont cons s'ils pensaient à faire le contraire. Enfin, c'est pas le but en fait. Prends plus de photos, emmène le corps chez toi. Jusque-là, en fait, tout le monde arrivait, puis quelqu'un arrivait et disait « Oh, ce serait bien de faire des photos, tu peux demander à Gilbert d'aller chercher l'appareil photo. » Et arrive dans combien de temps ? 2 heures. Bon, c'est cool, ça nous laisse le temps de déplacer le corps. Pendant que t'y es. Putain, les photos, elles sont incroyables. C'est fou, hein ? Ouais. C'est là où tu dis, en fait, si on bouge le moindre élément, ça peut totalement changer le sens de l'enquête qu'on va mener. Bah, ça change l'histoire en fait. Ou en tout cas, t'arriveras pas à connaître l'histoire si tu commences à bouger les faits, ouais. Voilà. Et ça, c'est la règle de Bertillon, Voilà. c'est qu'on ne touche rien avant de prendre les photographies. Et il y a plein d'autres règles justement à respecter. La luminosité. On commence à prendre des photographies en apportant des lumières artificielles. Et d'ailleurs, quand tu regardes les photographies, elles sont relativement uniformes. C'est vrai qu'ils avaient pas. Ils pouvaient comment faire pour avoir de la lumière à cette époque-là, genre en 1800, je sais pas moi, 1860. Non, alors on est quand même sur les années 80-90 et les lumières flash commencent à arriver. Ah, ok. Les photos, elles doivent être prises avec un maximum de précision et de netteté. On a besoin, à un moment donné, où on se retrouve au bureau, où on puisse mener l'enquête, remarquer s'il y a des détails qui nous a échappé au moment où on était en train de toucher à la scène. Ok. Et il y a un point spécial sur la photographie verticale pour pouvoir compléter les images horizontales et capturer les dispositions des objets, tout en facilitant la compréhension des lieux et les scènes complexes. Et donc quand tu prends en horizontal, tu dois choisir. Est-ce que je prends le sol, est-ce que je prends le plafond ? Il faut prendre les deux. Exactement. Et puisqu'il faut prendre les deux, eh ben, on commence à basculer sur le format vertical. Je vais pouvoir voir s'il n'y a pas un lustre qui est cassé. Je vais pouvoir voir s'il n'y a pas quelque chose du lustre qui est tombé par terre. Ensuite, il propose que quand il y a une scène de crime, il faut réaliser plusieurs photographies sous plusieurs angles. Une seule photographie, c'est bien sympa, hein, c'est un beau souvenir, mais l'idée, c'est de multiplier les preuves et multiplier les angles pour pouvoir comprendre et mieux mener l'enquête par la suite. De réaliser un vrai documentaire de la scène de crime. Donc il propose de faire une photographie de face, face de la pièce, mais la photographie de face aussi du mort. Ouais, je regarde ces photos-là depuis tout à l'heure, elles sont ouf, c'est un truc de fou. C'est limite, elles sont artistiques ces photos, enfin je sais pas. Ouais. Elles sont stylées, je sais pas comment dire. Tu peux déjà commencer à te faire des films, dire mais comment la personne elle a pu tomber comme ça, entre une porte, une bibliothèque, il y a un arrosoir, mais pourquoi elle est tombée là ? Et donc, il y avait vraiment un trépied qui était créé pour ça. Et Alphonse Bertillon, il a développé justement ces appareils photo avec ces trépieds qui sont spécialement conçus pour la scène de crime au 19e siècle. Incroyable. Tu as ensuite la photographie de profil, à la hauteur même du mort, comment il se retrouve dans l'espace. Tu vas avoir la photographie vue de dessus. Donc, si tu te trouves en haut, dans un angle un peu comme une caméra de sécurité dans une pièce, tu vas avoir les vues d'ensemble. Mais tu vas avoir aussi Alphonse Bertillon qui demande des vues de gros plans et te rendre compte de la dimension par rapport à une personne. Ouais, c'est l'échelle. Ouais, c'est ça. Et te dire, ok, si là je ressors justement cette règle à côté de moi et me rends compte de l'échelle par rapport à ma main, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est crédible ou pas si quelqu'un tenait l'arrosoir et aurait pu assommer le gars avec son arrosoir, tu vois ? Une autre règle, c'est qu'il faut à tout prix réaliser des photographies panoramiques pour donner une vue d'ensemble et pas juste une belle photo de large de la pièce,
les échelles de mesure visibles. Donc justement l'idée c'est que quand tu prends des photographies de gros plans, tu as justement ces règles qui permettent de te rendre compte des échelles. Et tu vas avoir en 8e point l'utilisation du cadre métrique. Quand la personne va prendre la photographie et qu'elle va la développer, la personne va rajouter une grille de mesure sur la photographie. Ouais, je les vois. Chaque photographie doit être identifiée par des annotations sur le lieu, la date et l'heure de la prise de vue, ainsi que le numéro de l'enquête. Waouh. Et enfin, le dernier point, on y est. Je crois qu'après, en plus, j'ai même plus de liste. C'est fini. L'organisation méthodique des prises de vue. Ce point, il est hyper important parce que très souvent, il y a des policiers qui, quand ils devaient passer devant la justice pour utiliser les photographies comme preuve contre quelqu'un qui n'était pas coupable, et ils devaient le justifier, ils plaçaient les photographies dans un certain ordre pour accentuer leur narration. Ouais. Et en fait, Bertillon, ce qu'il dit, c'est « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Les photographies, c'est des preuves factuelles, objectives, mais vous n'avez pas à construire une narration avec ça. Ouais, c'est pas un photoroman. » C'est pas une expo, hein, les gars. Parce que t'as été super à l'écoute, je vais t'envoyer une photo. Oui. Je te préviens par avance, elle est glauque, hein. Ah. J'ai hâte. Alors. Ah. Ah oui. Ok. Oh my god, j'avais pas besoin de la voir en... Oh putain, elle est encore plus grosse. Voilà, pour celles et ceux qui ne la voient pas, c'est une femme décapitée. Et c'est une photographie de bertillonnage de cette femme décapitée, avec certainement son mollet qui a été découpé à la machette. Oui, il n'y avait pas que la tête qui manquait, qui a été coupée. Je la mettrai pas sur l'article parce que j'ai pas envie de choquer les enfants et que j'ai pas envie de mettre l'article pour les moins de 18 ans. Mais si un jour vous tombez dessus, vous savez qu'on en a parlé. Mais franchement, j'ai fouillé pour la trouver parce que je savais qu'elle existait. Ok, ouais, juste le mec, pourquoi il place la tête là, je ne sais peut-être pas. parce qu'elle tient pas tout seul. Oui, c'est vrai, ils auraient pu faire une photo différente où ils prennent juste que la tête, parce que je sais pas, c'est pas cool de mettre ça à côté du genou, enfin, bon. Mais le gars, il a l'air pas du tout perturbé de tenir sa tête, hein. Ouais, j'ai zoomé, j'ai cru, il avait même une clope, je me suis dit... En fait, j'ai trouvé plein de photographies qui sortent d'albums comme ça, on dirait que ça sort du même album, mais j'arrive pas à savoir quel est le contexte de cet album. Si en effet c'est dans des archivages, je trouve ça hyper intéressant. Non, excuse-moi, il y a écrit assassinat du Fila... Ça m'a fait penser à une affaire, une affaire de l'époque que à un moment j'allais faire, où c'était justement deux amants qui tuaient des gens, mais je crois que c'était un homme qui les avait tués et ensuite découpés pour mettre dans une valise. Donc au final, non, je crois pas que ce soit celle-là. Mais je vais essayer de la retrouver avec ce qui est écrit en dessous. C'est dommage parce que peut-être que t'aurais pu faire une affaire autour de cette photo. Bah, je cherche là. Hein. Si on avait trouvé assassinat du philanthrope. Non, je sais pas. Je cherche depuis tout à l'heure parce que je suis sûre que je vais la retrouver. Assassinat du Fila, ça doit être à Paris, parce qu'il y a écrit album de Paris Crime. On peut pas faire une recherche photo sinon ? Vas-y. Je te propose qu'on parle des dérives et des abus du bertillonnage. C'est parti. Les méthodes d'Alphonse Bertillon, en fait, elles sont pas sans imperfection. Pour commencer, les règles strictes des photographies des scènes de crime, elles sont pas toujours suivies avec rigueur. Les enquêteurs, ils sont souvent tentés de manipuler la scène de crime avant de photographier pour arranger aussi leurs hypothèses. Dès qu'ils arrivent, ils ont tout de suite des hypothèses et donc on considère comme preuve quelque chose qui a été totalement falsifié. C'est de la falsification. Tout ce que tu dis sur les flics dans cet épisode me déçoit. Ajouté à ça, la documentation de la scène de crime, elle est généralement pas aboutie et il manque des cadrages, des éléments visuels dans les dossiers photographiques, ce qui impacte la partialité de l'enquête. Et ce manquement, il conduit le plus souvent à des décisions qui sont biaisées lors des procès. Okay. Et une utilisation photographique est utilisée non comme une preuve objective, mais davantage comme une arme de manipulation à la sentence finale. C'est pas possible. Sans compter qu'en plus des scènes de crime, le bertillonnage s'inscrit dans une société où la criminologie positiviste est en pleine émergence. Les criminologues, ils cherchent à comprendre les causes du comportement criminel. Pour ce qui est de la criminologie classique, elle se base en majeure partie sur une notion que le criminel, il avait le choix ou non de commettre son crime. Mais il a choisi de commettre son crime. Il y a une question de responsabilité individuelle.
La personne, elle est responsable de son crime parce qu'elle a fait le choix de le commettre. Mais la criminologie positiviste, elle est pensée pour mettre l'accent sur le déterminisme. C'est-à-dire que selon des criminologues du 19e siècle, le criminel est voué de naissance à commettre un délit en raison des facteurs extérieurs mesurables et qui ne dépend pas de sa volonté. D'accord. Et parmi les pionniers de la criminologie positiviste, on parle d'un certain criminologue italien qui s'appelle Cesare Lombroso. Je sais que je l'aime pas déjà. Et donc sa théorie, elle repose sur le principe de ce qu'on appelle la physionomonie. Ok. Alors la physionomonie, c'est une pseudoscience qui défend la thèse qu'un individu serait prédisposé à la criminalité de par ses caractéristiques physiques et surtout de ses traits de visage et de ses mesures de crâne. Il s'agirait en fait de ce qu'on appelle l'atavisme, c'est-à-dire des caractéristiques physiques qui seraient la réapparition des traits hérités du stade primitif de l'évolution humaine et qui auraient dû disparaître. En d'autres termes, beaucoup plus vulgarisés, les hommes de Néandertal avaient des caractéristiques physiques qui ont disparu avec le temps lors de l'évolution humaine et que ces caractéristiques physiques les qualifieraient de criminels nés et que les caractéristiques physiques d'un criminel aujourd'hui viendraient de l'homme de Néandertal. Pour les auditeurs et auditrices, je traduis. Si vous êtes moche, vous êtes coupable. En d'autres termes, c'est ça. Les criminels, selon Cesare Lombroso, sont des anomalies de l'évolution humaine. Ça me fait rire parce que ce mec-là, en fait, son passe-temps, c'était d'aller voir d'aller dans les commissariats et tout, regarder ceux qu'on avait arrêtés ce jour-là, et puis il leur disait, bah regarde sa gueule, ça m'étonne pas. Voilà, c'est exactement ce que je te disais hier, Bertrand. Il passe sa journée à légitimer sa thèse comme ça. Bah ouais, je pense que c'est ça. Et surtout qu'en fait, la théorie de Cesare Lombroso, elle va influencer la manière d'utiliser les méthodes d'Alphonse Bertillon au tournant du XXe siècle. Les personnes qui entreprennent les classifications, elles vont essayer d'établir des liens supposés entre les caractéristiques physiques des criminels et le concept de physionomonie. On va utiliser en fait les tableaux synoptiques pour créer des discriminations raciales. À surveiller, hein. Oui, et alors moi, de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en fait, la police, ils sont arrivés des fois à un certain stade où en fait, ils envoyaient les tableaux synoptiques à la presse pour mettre en alerte en disant « Attention, si vous voyez un de vos voisins qui a ce caractère physique, c'est un potentiel criminel. » Oui, puis bizarrement, ça concernait personne dans le commissariat. Hein. Il n'y en a pas un qui se rapprochait de cette description, par contre. C'est comme ça qu'on va avoir des stigmatisations des classes sociales, qu'on va renforcer les idées de groupes sociaux comme les pauvres et les immigrés. C'est des marginaux, donc c'est des criminels. Dans certains pays, on va accentuer l'antisémitisme avec aussi ces tableaux synoptiques qu'on va diffuser et donc le concept de physionomonie. Oh là là. Et Bertillon lui-même, il dresse des portraits précis de typologie criminelle et il va contribuer à des arrestations non justifiées d'individus. No comment. Parce que présupposément physiquement marginaux et donc potentiellement criminels. Moi, c'était la phrénologie dont j'avais parlé dans un épisode, je crois que c'était l'affaire de la Grange Rouge dont j'avais parlé sur Patreon. C'est la pseudo-science selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Oh, wow. Et genre, t'as vraiment des tableaux qui montrent que selon où est située la bosse, t'es destructeur. Oui. Ou alors là, cette bosse, c'est la bosse de l'espoir. Là, c'est la bosse de la gentillesse. C'est fou. Voilà. C'est un peu comme quand on dit... moi, je me souviens quand j'étais petite, on m'avait dit, ouais, si t'as une bosse sur le front, c'est la bosse des maths. C'est la bosse Un truc du genre. Tu t'es trop tapé le crâne sur la T'as table, c'est jamais la entendu bosse ça des maths. Non. Ah non, alors par contre, ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je me souviens de ça. Mais du coup, à chaque fois que je voyais quelqu'un avec des bosses sur le front, je me disais, putain, tu dois avoir des bonnes notes en maths. Mais et c'était vrai. Oh. Non, je rigole. Mais donc ça, je pense que je vais en parler un jour. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment de la documentation de fou là-dessus. Ils ont fait des moulages, Ouais. ils ont fait des graphiques, ils ont fait des illustrations. Mais c'est quelle époque ça? Bah ça, c'est phrénologue Franz Joseph Gall. Il est né en 1757 et il est mort en 1828. Ouais, donc c'est un siècle avant la phénoménologie. 1825. Qui qualifie la phrénologie de pseudoscience en 1825. Un mec qui... C'est des pseudosciences, quoi. Faut pas prendre ça au sérieux et faut pas rentrer dans des délires là-dedans. Mais Voilà. Bon. ok. ce que je voulais Ok, maintenant on sait, c'est
Mais en fait, c'est faux parce Maintenant, qu'il faut on se dire... Oui, non, mais en fait, c'est faux parce que c'est ça aussi qu'il y a... Alors déjà, c'est quelque chose qui date depuis super longtemps, hein, cette question de réfléchir à est-ce qu'on est prédisposé à agir mal, à agir bien, etc. Donc ça existe depuis longtemps. Mais en fait, c'est qu'on cultive encore Les gens réfléchissent beaucoup, mais pas dans la bonne direction. Ouais, je suis d'accord. Ça, par contre, faudrait l'étudier. Les théories foireuses ont perduré. Le système du portrait parlé qui repose sur la standardisation du langage pour décrire les caractéristiques physiques du détenu, en fait, va rencontrer des variations de perception. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas mesurer de la même manière, tout le monde ne va pas noter les mêmes caractéristiques physiques qui peuvent différer d'une personne à une autre. Ces descriptions qui sont ambiguës, elles entraînent souvent l'incarcération d'innocents. Est-ce que tu te souviens de tes cours d'histoire ? Non. Je pense que c'est... Voilà. Troisième, seconde, première, terminale. Ouais. Je sais plus quand c'est qu'on voyait ça sur l'affaire Dreyfus. Je sais même plus de quoi ça parle. Truc de politique, là. L'un des exemples d'abus du bertillonnage, et même d'Alphonse Bertillon en tant que personne. Ok. C'est l'exemple type d'affaire Dreyfus. C'est l'affaire qui a sali la réputation d'Alphonse Bertillon. Ouais. Pour petit rappel, pour celles et ceux qui auraient oublié les cours d'histoire du lycée tels que nous deux, l'affaire Dreyfus, c'est un scandale politique et judiciaire français qui a lieu au XIXe siècle. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, qui est un officier juif de l'armée française, est accusé d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne. Ok. Il est condamné à la déportation en Guyane. Il a commis un crime, donc il paye. Ouais. Mais 2 années plus tard, en 1896, des preuves prouvent que le véritable coupable est un certain Ferdinand Walsin Esterhazy. Ok, je le connais pas. Moi non plus. L'armée, qui a commis une erreur judiciaire, elle admet pas du tout le fait d'avoir commis une erreur et d'avoir condamné un innocent. Oh, quel courage. Bah ouais, écoute, c'est la nature hein, des hommes. Et donc l'armée, elle va chercher à tout prix à protéger sa propre image. Ouais. Et donc l'affaire Dreyfus, elle va devenir l'image de l'antisémitisme français. Elle va engendrer des fortes divisions politiques en France entre ce qu'on appelle les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc ceux qui sont pour et ceux qui sont contre Dreyfus, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Il faut attendre 1906 pour qu'Alfred Dreyfus soit innocenté et réhabilité. Ce qui permet aussi de marquer la société française de tensions sociales permanentes, tensions politiques et tensions religieuses aussi. Pourquoi on parle de Dreyfus, du coup ? Enfin... Eh bien parce que lors du procès, en 1894, l'une des preuves qui a fortement accablé l'officier, qui a énormément pesé dans la balance pour son accusation et donc sa peine, elle a été donnée par Alphonse Bertillon. C'est un poucave. J'ai eu la même réaction. En fait, le criminologue, il a été appelé à la barre, il a été appelé à témoigner pour analyser des documents qui ont été présumés écrits par Alfred Dreyfus. Alphonse Bertillon, il a beau avoir inventé le bertillonnage, les portraits parlés, patati patata, ok ? Il est clairement pas expert en graphologie. Et pourtant, certainement pour faire son crâneur, ou pour des questions politiques, il va utiliser ses analyses anthropométriques pour attester que l'écriture est bien celle du suspect. Sauf que c'était un faux témoignage. Alphonse, putain. Et donc, au moment où Alfred Dreyfus il a été libéré, en fait, ce faux témoignage va éclairer les dérives du bertillonnage de manière vraiment finale et royale. Toutes les dérives vont exploser. Et ça va aussi remettre un point d'honneur à l'idée de tout recadrer. Recadrer davantage toutes les méthodes et de dire qu'on ne peut plus accepter aucun abus dans le milieu, en tout cas du bertillonnage, qu'on utilise encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus forcément de bertillonnage, on parle de photographie judiciaire, de méthode de criminologie. On utilise un peu moins le terme bertillon, alors c'est pas forcément pour des questions politiques, mais n'empêche, quand tu sais un peu la position d'Alphonse Bertillon dans cette affaire et le fait qu'il n'a pas non plus été extrêmement clean et qu'il a totalement abusé aussi de sa technique et de ses méthodes, tu parles plus forcément directement de bertillonnage, mais de méthodes de criminologie qui en plus ont évolué jusqu'à aujourd'hui et qui ont subi beaucoup de mutations, beaucoup de transformations. Et donc c'est avec ça que je voulais finir, parce que je trouvais que l'histoire était assez intéressante et que ça désacralise la figure de Bertillon. On sacralise plus personne. Là, il faut faire ses preuves. Et là, Bertillon, moi, je sais pas d'où il vient, je sais pas qui c'est. Moi, tu m'as dit, il a fait une chaise, très bien. Avec une raie, très bien. Bravo, bonne idée. Mais après, voilà, on sait pas quitter. Voilà. Et voilà, c'est un connard. Enfin...
C'est pas bon pour la voile. Il a fait des trucs. Bon, voilà. Après, il a pas inventé l'eau chaude. Il a pris les photos. Non, mais il en fallait un. Il en fallait un dans tous les cas. Il fallait bien que quelqu'un pour penser ça. Fasse des mesures, quoi. C'est Vertillon qui s'est lancé. Voilà. Bonne période. Bon taf. Bonnes conditions. C'est génial. Voilà. Après, remettons en contexte, c'était pas un homme non plus extrêmement clean. Voilà. Il y a ce qu'il a fait pour la police qui a permis quand même beaucoup d'évolution de manière assez considérable, mais de manière personnelle, il était pas clean et il a pas bien utilisé non plus sa méthode dans toutes les situations. Et il y a eu pas mal d'abus. Il faut être au courant de ça. Mais c'était sympa d'entendre tout ça sur l'histoire de la photographie judiciaire, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs, quoi. C'est dingue. Et en plus, surtout que tu as apporté quand même pas mal de réflexions. On a papoté de plein de choses qui ne seront certainement pas diffusées, mais ça, c'est pas bien. C'est vrai. Je sais pas l'heure à chercher la personne qui était découpée. Mais en tout cas, merci beaucoup, Vanille, Merci. d'être intervenue. C'est toi qui as fait tout le taf, là, donc la prochaine fois, ce sera moi. Bah oui, Je vais nous trouver un sujet. J'ai déjà quelques idées. une affaire avec des photos. Ouais, j'ai déjà quelques idées. Et c'est pas le dahlia noir. Non, je pense pas que ça sera une affaire. Soit je vais te parler de la meuf là qui faisait ses reportages dans les asiles psychiatriques, soit les faits divers à l'époque médiévale, genre parce que j'ai vu qu'il y a des registres qui sont disponibles et genre il y a plein de crimes, genre il y a la filouterie, il y a plein de trucs, enfin il y a des comptes rendus des crimes qui se sont passés, ça a l'air trop intéressant. Bon bref, je voulais me lancer dans ça. J'adore. Donc peut-être qu'un invité, ça serait cool. Tu me dis. On fait un petit épisode comme ça en tsum-tsum, on continue à parler pendant 3 heures et avec grand plaisir. Ça marche. Bah, merci à toi. Et on espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir aidé à conclure cet épisode, Vanille. Merci d'avoir été là. Et see you soon. Hein. See you. À bientôt. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nice est fort podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.